Donc, la même chose, mais sur l'image de l'ours. Donc, je fais un nouveau document. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous regardez simplement. Format A4 vertical. Tiens, le précédent, c'était un A3 que j'avais fait. Je ne m'étais pas rendu compte. Ok, et je vais importer l'image du teddy bear. Fichier importé. Est-ce qu'elle doit être liée ou pas? Peu importe. Ça n'a pas d'importance qu'elle soit liée ou pas. Et ici, je peux déjà cocher modèle ici, mais je vais faire exprès d'oublier de le faire. Et je fais un cliquer-glisser. Vous avez la possibilité dans C6 de faire un cliquer-glisser comme ça pour déterminer la dimension de l'image. Je ne sais plus à quel moment c'était possible dans Illustrator. Oui ou pas? Essayez un peu de voir si vous pouvez faire un cliquer-glisser pour déterminer, comme dans InDesign, la dimension de l'image au moment où vous l'importez. D'accord. Donc dans votre cas, dans C6, il pose directement le document. Vous n'avez pas la possibilité de changer sa dimension. Alors ça peut être intéressant de contrôler ça. Vous pouvez supprimer l'image et vous allez l'ouvrir dans Photoshop. Parce qu'en fait, ça dépend des paramètres qui sont pré-réglés dans l'image. Donc, vous supprimez l'image du plan de travail dans Illustrator et vous l'ouvrez dans Photoshop. On va aller la modifier. Parce que bon, en effet, et je vais tester ici, si je fais fichier importer, que je vais chercher l'image et que je l'amène dans Illustrator sans faire un clic et glisser, bon ben chez moi elle a une taille correcte, mais ok, elle a une taille correcte chez vous aussi, ok, mais c'est quand même intéressant de voir que ce ne sera pas toujours le cas. Et donc, je vais aller rechercher une autre image et vous montrer. Ça, vous ne faites pas. Vous n'allez pas dans le navigateur web. Je vais juste chercher une autre image. Ok. Et bien voilà, je suis allé chercher une autre image d'un teddy bear sur le web. Et quand je l'importe dans Illustrator, si je ne fais pas un cliquer glisser, si je fais simplement un cliquer, et bien voilà, elle est super immense par rapport à ma feuille A4. Voilà la dimension qu'elle a, vous voyez. Donc, ah ben voilà. Et donc, on va voir comment régler ça. Et ça se règle par Photoshop. Si vous avez Illustrator CC, vous pouvez faire un clic et glisser, vous allez déterminer la dimension de l'image directement, mais vous êtes dans C6 et donc je vous montre comment régler le problème. C'est parce que dans le fichier de l'image que vous avez téléchargé sur le web, il est indiqué certaines dimensions en centimètres. Vous avez donc l'image qui est ouverte dans Photoshop, vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Et ici, mon but n'est pas de modifier le nombre de pixels qui composent l'image, le but est de modifier les centimètres. Alors les centimètres, je vais un peu me renseigner sur les centimètres qui sont indiqués ici. Actuellement, je suis à 91 sur 91, donc c'est quasiment 1 mètre de largeur, cette image. L'autre image, oui, ça va, mais celle-ci me posait un problème, vous aviez vu. Et donc la solution, c'est de faire ceci. Il faut absolument décocher le rééchantillonnage, c'est-à-dire la multiplication ou la division du nombre de pixels. Je ne veux pas changer le nombre de pixels. Et je vais modifier ici la dimension. Ben, je peux dire, tiens, il va avoir 15 cm de largeur. Vu que le nombre de pixels ne peut pas changer, la résolution augmente. Je suis passé de 72 à 438. C'est ça la logique qui est derrière ça. Il faut absolument comprendre que la résolution, c'est la densité des pixels sur une certaine distance, 2,54 cm. Et voilà. En faisant ça, tout simplement, en indiquant que vous voulez l'image à 15 cm, ok, vous n'avez perdu aucune qualité dans l'image. Vous faites fichier enregistré, ça met à jour le fichier sur le disque dur. Vous l'importez dans Illustrator, c'est 6, et là, la dimension sera acceptable.
Il y a même parfois, c'est tellement grand que ça ne veut pas s'ouvrir en fait. Hein. Voilà, clic, et voilà, elle a 15 cm directement. Ah oui. Donc Illustrator comme InDesign sont des logiciels qui font attention à ça dans les fichiers, ils font attention à la taille en centimètres qui est indiquée dans le fichier. Bon, sinon j'étais quand même parti sur l'autre image en fait. Alors je vous montre. Donc je l'ai importé sans indiquer que c'est un modèle, mais dans la palette des calques, je vais aller double-cliquer sur le calque, et dans les options du calque, j'indique que c'est un modèle. Et à ce moment-là, vous voyez que le calque va être d'office verrouillé, on ne pourra plus le changer, d'office. Et l'image va être estompée, c'est-à-dire elle va apparaître affadille. Ok. Voilà. Donc je viens de transformer ce calque en modèle, c'est un calque modèle. C'est pas là-dessus que je vais travailler, c'est le double clic sur le calque et on coche l'option modèle. Donc on ne peut plus bouger l'image et elle apparaît affadie. Donc l'estompage, en fonction des images, tu peux changer. C'est donc le fait que ce soit affadie. Voilà, estompé à 20, voilà. Estompé à 80. Bon, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Bon, 50 c'était bon dans ce cas-ci. Et donc je vais faire la suite rapidement et vous allez tester ça par vous-même. Je crée le calque sur lequel je vais travailler. J'affiche les règles. CTRL R, commande R. Je tire une règle verticale et je vais la placer. Ça ne vous faites pas en vitesse, ça vous regardez simplement, à moins que vous connaissiez déjà parfaitement, mais voilà. Alors pour le placer correctement, là où je veux, parfois les repères commentés me posent problème. Ça m'oblige à le... Vous voyez, ça cale. J'arrive pas à placer le repère bien comme je veux, donc je vais aller dans le menu affichage et décocher les repères commentés. Voilà, comme ça, je suis beaucoup plus libre pour placer où je veux ce repère vertical. Bien. On va dire que je vais dessiner la partie droite de l'ours parce que je trouve que c'est la plus sympa. Et je mets donc le repère. Voilà, comme ça, éventuellement. Je vais verrouiller le calque. Ben, je vais l'appeler le calque repère éventuellement. Voilà, ou repère vertical. C'est vous qui voyez comment vous faites ça. Je vais créer le autre calque sur lequel je vais aller dessiner l'ours à la plume. Voilà. Je vais ici lui donner à ce trait une couleur noire. Je vais dans le effet distorsion et transformation, indiquer que je vais lui mettre un effet de miroir sur l'axe X, même si on sait que c'est un miroir sur l'axe Y en fait qu'on est en train de faire. Je dis que l'axe va se mettre sur la partie gauche de l'objet et je fais une copie. Ok. Et donc là, je vais continuer à dessiner. Oups, je dois indiquer que je raccroche en m'approchant du trait déjà fait, avec la petite diagonale à côté de la plume. Voilà. Et là, je vais le faire rapidement en fait. Ah, c'est quand même un bon exercice ceci pour créer les courbes de Bézier. Oui, 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 oui. On va le faire alors. Vous commencez jusque-là, vous démarrez la symétrie, et puis je vous explique les courbes de Bézier avec cet exercice. Donc à ce stade-ci, avant que je vous rappelle comment on fait les courbes de Bézier, je vais enregistrer le fichier Bien. Alors je ne vais pas y aller dans le détail, je vais faire un ours, c'est-à-dire pour l'oreille ici par exemple, je vais faire une oreille plus lisse, tous les petites boursouflures de sa fourrure, là je vais les laisser tomber. Alors je vous montre la technique et puis après vous allez essayer. Regardez bien comment on fait les courbes de Bézier. Je vais, avec cet objet qui est actuellement sélectionné, donc et la plume, je vais indiquer que je raccroche. Alors,
Bon, ça devrait marcher comme ça. Ah oui, c'est parce que je n'avais pas quitté. Ouais, J'avais pas encore quitté, c'est pour ça que ça ne me fait pas la fameuse icône que je cherchais ici. Voilà, une fois qu'on a désélectionné le tracé et qu'on l'a resélectionné, qu'on revient dessus, c'est pour indiquer qu'on recontinue, c'est la diagonale. Voilà, ok. Alors je fais une micro-tangente comme ceci. Vous la voyez? Bon, peut-être que si je change la couleur du calque, ce sera encore plus visible. Voilà, c'est plus visible. Une petite tangente comme ça. Et je vais enfoncer la touche CTRL. Regardez avant de le faire. Hein. J'enfonce la touche CTRL, c'est du PC ou commande du Mac, c'est le raccourci pour aller chercher la flèche. Sauf que c'est la dernière flèche qui a été utilisée. c'est pas bon. Et donc, c'est pas cette flèche-là qu'il me faut parce que je veux pouvoir aller bouger les poignets, pas la totalité du tracé. Je dois donc faire ceci. Activer la flèche blanche, revenir sur la plume. Et à ce moment-là, quand j'enfonce la touche CTRL du PC commande du Mac, je peux aller bouger. Ce sera la flèche blanche qui me permet d'avoir accès aux poignets, bouger les points, etc. Je continue. Le fait que j'ai été tout à l'heure activer la flèche blanche pour revenir à la plume, Illustrator ne sait pas que je continue de tracer. Il faut que je raccroche à nouveau. Ok, je continue. Et là, je suis paré pour bien continuer toute la silhouette de cet ours. Donc, petite tangente, touche CTRL UPC commande du Mac, j'ajuste. Petite tangente, regardez bien, parce que vous allez louper des choses importantes. Ici, je dois changer de direction, on est d'accord. C'est la touche Alt et je casse la tangente, je la dirige dans le sens où ça doit aller. Et je continue. Petite tangente, touche CTRL UPC commande du Mac, j'ajuste. Petite tangente, j'ajuste. Je change de direction, touche Alt, je prends la poignée et je change de direction. Petite tangente, ah oui, là, petit problème de raccroche. Voilà, ok. Petite tangente, j'ajuste. Donc ça, c'est la méthode de création des courbes qui est préconisée par Adobe. C'est comme ça que vous allez arriver à dessiner des courbes qui sont des véritables courbes de Bézier, où il y a des tangentes sur chaque point, mais elles ne sont pas trop chipos à régler. Touche Alt, voilà. Alors je continue rapidement, voilà. Je ne suis pas obligé chaque fois de... je peux faire plein de petites tangentes si je veux à un certain moment. Ça, il faut s'adapter. N'oubliez pas que vous avez toujours la touche CTRL Z pour annuler aussi. Mais donc voilà la technique. Pensez à activer la flèche blanche de manière à ce que quand vous enfoncez la touche CTRL UPC commande du Mac, ce soit la flèche blanche qui arrive. Pensez à utiliser la technique pour raccrocher le tracé, sans problème. Évidemment, la barre d'espacement sur le clavier et les zooms sont absolument nécessaires. Bon, est-ce que vous voulez que je répète? Ou ça ira? Je vous montre ici à côté, je vais refaire une petite forme à côté, pour ceux qui seraient un peu paumés quand même. Je pose un premier point. Petite tangente. J'enfonce la touche CTRL UPC commande du Mac. Ah tiens, c'est pas la bonne flèche. J'active la flèche blanche, je reviens dessus. Donc touche CTRL, ça me permet d'aller bouger. Ok. Je vais raccrocher. Ok, je continue. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. C'est ça le principe. Et alors, quand vous devrez donc aller modifier la forme, eh bien ce ne sera pas trop difficile, avec la flèche blanche par exemple, ce ne sera pas trop difficile parce que vous n'avez que, pas dans ce cas-ci, mais vous avez souvent des petites tangentes qui influencent très peu. Donc la petite tangente ici influence très peu la forme du segment. C'est l'autre tangente, la grande, qui influence la forme de ce segment. C'est là que je dois aller bouger si je veux modifier la forme du segment. Même chose pour le segment suivant ici.
La petite tangente ici influence très peu la forme de ce segment. C'est la grande ici qui influence la forme du segment. C'est ça l'astuce. Parce que si vous ne faites pas comme ça, vous allez faire comme ceci, en fait. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Une grande tangente. Touche commande, vous ajustez. À nouveau, une grande tangente. Touche commande, vous ajustez. Grande tangente. Bien, le problème, c'est que les segments sont déterminés par la position de deux grandes tangentes. Quand j'essaye d'ajuster la forme de ce segment ici, ben, ça modifie le segment d'avant et le segment d'après. Parce que de chaque côté du point d'ancrage ici, j'ai une très grande tangente. Donc c'est beaucoup plus difficile comme ça. Donc ce n'est pas la bonne méthode de faire des grandes tangentes comme ça en fait. Maintenant, si vous voulez continuer comme ça, vous pouvez. Mais je vous le déconseille, pour ajuster les choses, c'est plus compliqué. Alors bien entendu, la technique qui consiste à faire des points d'angle et les convertir en points courbes, c'est totalement foireux. Si vous faites ceci, clic, 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 et puis vous venez avec l'outil de conversion pour convertir ça, vous avez de chaque côté du point une tangente égale. C'est totalement foireux en fait. Les courbes, il faut les faire au moment où vous faites la plume, pas après. Donc ce sont des techniques qui sont parfois enseignées de manière à ce que ce soit plus facile en fait pour apprendre. C'est surtout plus facile pour le formateur. Mais si vous faites ça en milieu professionnel, vous êtes grillé, ça sent le grillé. Hein? Donc on ne fait pas des angles et puis les convertir avec ça. Ça c'est pour ponctuellement, sur un des points, aller travailler éventuellement. Okay. Mais des fois, quand on n'a qu'une manette, on utilise le petit truc. Ah, quand on n'en a qu'une seule, déjà c'est... Oui, on peut aller cliquer pour les enlever, puis recliquer pour en remettre. Ah ben oui, c'est ponctuel ça, c'est pas pour tous les points du tracé, c'est un travail ponctuel. Alors bien sûr, donc au final, mon ours ici, ben, évidemment ça colle pas de l'autre côté, il n'était pas vraiment symétrique. Mais je suis en train de dessiner un ours que je veux symétrique. C'est juste un modèle, la photo en dessous. Après, je vais aller l'enlever. Et voilà. Bon, maintenant, si vous en sortez vraiment pas pour l'instant, vous prenez le crayon et ça ira. Hein? Ben oui. Hein. Ben oui, ça peut marcher, il n'y a pas de problème. Je suis handicapée avec le crayon. Tiens, tiens. Avec le crayon, ça ne va pas, et avec la plume, ça va. Ça va très bien. Oh, regarde. Voilà, mais ça lisse une fois qu'on l'a Il est fait. réglé, votre crayon. Ben, il fonctionne comme il faut. Voilà. Alors, allez ajuster tout ça. Hop. Voilà. Peut-être carrément. Il ne faut pas en mettre trop en effet. Hein. Ah, le crayon, là, ça dépend comment il est réglé. Hein. Il faut double-cliquer sur lui pour bien le régler. Voilà. Bon, bah ici, après avoir fait le trait, je vais symétriser en fait. Hein. Effet, distorsion et transformation, transformation. Voilà, voilà, voilà. Ok, et voilà. Donc ça peut marcher aussi, mais je pense qu'avec la plume, ce sera quand même plus de caractère. Oui, vous allez avoir des changements d'angle dans la silhouette, ce sera mieux. En plus, moins de points, mieux.
Ah, la plume, c'est mieux. Hein. La plume, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, ben la suite, je la fais rapidement. Le calque ici au crayon, je vais le jeter parce qu'il nous perturbe. Voilà, j'ai donc le calque fait à la plume. Ok, et donc, sur le tracé ici, alors les petits tracés, les petits barbapapa que j'ai été faire autour de l'ours, je les jette aussi, ils nous perturbent. Voilà. Vous avez donc le tracé de la silhouette de l'ours. Alors, je n'ai pas dit quel degré de réalisme je cherchais. Ici, je ne cherche pas à refaire un ours tel qu'il est là, c'est juste une base. Ça va être très simple, ça va être un picto, mon ours, hein, un pictogramme très simplifié. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un certain moment, je vais devoir mettre des choses dedans, notamment les yeux, et je vais aller ici dessiner les yeux. Donc, enfin l'œil, en tout cas, voilà. Voilà. Et donc, il ne se symétrise pas. Il ne se symétrise pas, puisqu'il n'est pas, il ne subit pas la symétrie qui est sur l'autre objet, le contour. Et là, on avait vu comment il faut faire. Il faut que les deux soient sélectionnés. Clic majuscule, clic sur les cibles. Il faut grouper, objet associé. Il faut ouvrir le groupe et déplacer l'effet spécial sur le groupe. Et là, j'ai des yeux de chaque côté. Et tout ce que je fais dedans va être donc symétrique. Tout ce que je fais dans le groupe. Ah oui, sauf qu'on avait vu aussi que si je dessine comme ça, ça ne tombe pas dans le groupe. J'annule, je supprime. Pour que ça tombe dans le groupe, il faut que je sélectionne le groupe et que je fasse un clic droit, isoler le groupe sélectionné. Et là, je travaille dans le groupe à coup sûr. Je suis passé en mode isolation. Alors ça vous paraît compliqué, c'est normal, vous allez avoir l'occasion de vous familiariser avec tout ça par la suite. Voilà. Je peux même décider de la forme de la truffe, si je veux la truffe d'une forme différente. Je peux m'éloigner du modèle, évidemment. Okay, donc je suis en mode isolation sur le groupe. J'ai sélectionné le groupe avec sa cible, j'ai fait clic droit, isoler le groupe sélectionné, et donc tout ce que je fais maintenant dedans, sur le document, tombe dans le groupe. Ça ne peut pas tomber en dehors. Je vais faire cette espèce de nœud. D'abord, il faut que j'indique que je termine le tracé précédent. Je clique à côté. Je recommence à la plume. Au fait, j'aurais pu faire un nœud papillon complètement différent. Voilà. Je ne suis pas obligé de faire le même nœud papillon. Et la forme du bras. Voilà. La forme de la patte avec le dessous de la patte. Tout ça se fait en symétrie, évidemment. De temps en temps, j'enfonce la touche CTRL, je clique à côté pour dire que je termine le tracé et que j'en commence un autre à l'intérieur. Voilà. Les oreilles. Le museau. Waouh, pourquoi il n'est plus dedans? Ah, ben forcément, j'ai fait l'erreur. Et surtout pas dessiner de l'autre côté, en fait, hein, ça casse tout. Il faut toujours dessiner du même côté, logique. Hein. Voilà. Bon, ben voilà, au final, grâce à mon modèle d'ours, j'ai un ours tout nouveau,
qui n'a plus rien à voir. Je sors du mode isolation parce que mes autres calques n'apparaissent plus là. Je sors du mode isolation avec la petite flèche là. J'enlève l'œil en face et voilà. Et l'œil en face du repère aussi. Voilà, j'ai un ours. Et on va pouvoir faire plusieurs choses avec ça. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas grave parce que je vais vous refiler éventuellement mon travail. Donc il y a différentes choses qui peuvent être dites ici. C'est vrai qu'en effet, quand vous sélectionnez le groupe et que vous passez en mode isolation, l'ours s'affadit 2 fois. Une première fois parce qu'il est sur un calque modèle à 50% d'affadissement, et une seconde fois parce qu'en mode isolation, tout ce qui ne concerne pas les tracés qui sont dans le groupe, s'affadit aussi. Et donc c'est vrai que ça peut devenir un peu trop fade. Et donc dans ce cas-là, je vais sortir de là, aller double-cliquer sur mon calque 1 et dire que l'image est estompée à 100%, c'est-à-dire qu'elle n'est pas estompée du tout. Vous voyez qu'il apparaît normalement. Et donc dans ce cas-là, je reverrouille mon modèle, je sélectionne le groupe, clic droit, isoler le groupe sélectionné. Mais l'ours apparaît moins fade que tout à l'heure. Il n'est affadi que par le fait que c'est isolé. Bon, ben, il y a plusieurs choses qui pourront être vues avec cet ours. Notamment, il y en a qui connaissent déjà, j'ai vu, possibilité de remplacer les traits infographiques ici par des traits plus sympas, des traits artistiques. Possibilité aussi d'utiliser une technique qu'on appelle la peinture dynamique. Ça, vous n'avez pas vu sans doute. C'est une technique de coloration qui convient particulièrement pour des dessins et des dessins qui ont des trous. Alors, si on vous a dit que dans Illustrator, quand vous dessinez sur une feuille de papier et que vous scannez et que vous vectorisez, on vous a dit qu'il ne faut surtout pas laisser de trous, eh bien c'est faux. Vous pouvez laisser des trous. Parce qu'il y a une technique qui permet de remplir même s'il y a des trous. Bon, ben on va travailler là-dessus donc après-midi. C'est une nouvelle technique. Mais la technique dans CC. Non, pas du tout. Tout ça, vous allez pouvoir le faire. La peinture dynamique, ça existe depuis longtemps dans Illustrator. Je vais aller rechercher mon petit... alors, Wikipédia Adobe Illustrator. Voilà. Est-ce qu'il y a un historique ici dans la version française? Eh bien non, la version française de Wikipédia ne me donne pas l'historique des fonctionnalités. Je vais donc aller sur la version anglaise qui me donne ici l'apparition des différentes fonctionnalités. Alors, comment ça s'appelle encore peinture dynamique en anglais? Bonne question. C'est pas ça. Live Paint. Voilà, Live Paint. La peinture dynamique. Donc 2005. Version CS2. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que quand une nouvelle version apparaît, les gens qui la découvrent voient certaines fonctionnalités qui existaient depuis longtemps déjà, et puis ils pensent que c'est de nouvelles fonctionnalités, en fait. Donc ça, c'est typique. Ça, je vois souvent des stagiaires, des étudiants qui découvrent la nouvelle version de Photoshop, Illustrator, et « Ah, il y a un truc nouveau, là !» Eh ben non, ça existe depuis 3 ans déjà, mais tu ne l'avais pas vu. Eh oui, donc ça c'est typique. Eh oui. Bien, donc on va redémarrer sur l'ours. Et au départ de cet ours, il y a différentes choses qui vont pouvoir être faites. Donc je vais vous demander de l'enregistrer en indiquant que c'est un teddy bear et on va étudier avec ce teddy bear. On va étudier les formes artistiques dans un premier temps. Formes artistiques.
Ok? Donc il suffit de l'enregistrer en indiquant qu'on étudie les formes artistiques. Voilà. Alors les formes artistiques, on va les faire apparaître dans Illustrator. C'est donc l'icône qui est à droite ici, le pot de peinture. Menu fenêtre, forme, c'est la même chose. Je vais détacher la palette par son onglet et l'agrandir par sa case en bas à droite. Alors, voyons un peu dans la palette des calques comment ça se présente. Eh bien, j'ai un groupe qui contient plein de tracés. Je sélectionne le groupe sur lequel j'ai mis la symétrie. Oui, et en fait, le système de symétrie est toujours en place, c'est-à-dire que sur la partie gauche ici, c'est une image. Bon, ben, soit je décompose et j'ai des tracés qui se créent sur le côté, soit je ne décompose pas. Ce que je veux faire ici fonctionnera dans les deux cas. Je peux, en sélectionnant la totalité du groupe ici, mettre sur le groupe la forme artistique. Voilà. Alors vous essayez ça. Donc vous voyez qu'on passe d'un trait qui était fort infographique, on passe à un trait qui est beaucoup plus intéressant. Et c'est totalement symétrique dans ce cas-ci. Hein. Vous voyez que ça se voit que c'est une symétrie. Les petites subtilités de la forme se retrouvent de chaque côté de manière identique. C'est vraiment une symétrie. Parce que je l'ai appliqué sur l'objet sans avoir décomposé l'aspect, c'est-à-dire que je n'ai vraiment qu'une moitié d'ours. Bon. Donc ça, c'est une solution. Bien. En effet, il y a une coupure au milieu parce qu'on n'a pas réuni les formes comme on l'a fait tout à l'heure par le Pathfinder. Non, on ne va pas le faire ici. Oui, vous pouvez le faire. Alors, je vais annuler l'application de la forme artistique et sur ce groupe ici, je vais décomposer l'aspect de manière à créer réellement des vecteurs sur la partie gauche ici de l'ours. Sur la partie gauche ici, créer réellement des vecteurs. Donc, je sélectionne le groupe sur lequel il y a l'effet de symétrie et je fais objet décomposer l'aspect. Voilà. Et j'applique la forme artistique. Et à ce moment-là, les traits ne sont pas parfaitement identiques. Ce n'est pas une parfaite symétrie de chaque côté. C'est peut-être mieux, en fait, hein, parce que ça peut se voir qu'on fait une parfaite symétrie. Et ça peut être gênant que ça se voit. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on n'a pas exactement les choses identiques. C'est mieux. Bon. Alors, des formes artistiques, vous en avez évidemment beaucoup plus que ça. Et on va aller les chercher. Alors, dans la palette des formes actuelle, actuellement, vous avez quelques sortes de formes Illustrator. Vous avez les formes procédurales, donc des formes vraiment infographiques. Vous avez les formes artistiques. Vous avez des formes de motifs. Tiens, ce qu'il n'y a pas, c'est des formes diffuses, qu'on va voir aussi parce que c'est super intéressant de les voir. Ok. Alors, les bibliothèques de formes, vous y avez accès soit par la petite icône en bas à droite de la palette des outils en forme de livre dans une bibliothèque, vous voyez, ou alors vous allez dans le menu Fenêtre, bibliothèque de formes, et vous avez la même chose. Mais je vous conseille plutôt d'y aller par la palette des outils, en fait, hein, par la palette des formes. Donc en bas à gauche, dans la palette des formes, vous allez descendre et vous ne voyez que ce qui concerne les formes. Alors artistique, vous pouvez aller chercher artistique crayon fusain si vous voulez, aquarelle, encre, vous testez. Voilà. Par exemple, je viens d'aller chercher artistique encre. C'est une palette qui s'ouvre et qui est non modifiable, mais vous pouvez utiliser ce qu'il y a dedans. Et vous allez tester, il n'y a aucun problème, vous faites des tests. Ce qui est même intéressant, c'est de temps en temps enregistrer sous un autre nom, ou même dupliquer l'ours pour faire différents tests. Voilà.
Alors il y a certaines formes qui, dans un premier temps, donnent des choses pas très intéressantes, hein. Et il faudrait qu'elles viennent en plus d'autres choses. Par exemple, ces tâches, ben, si une fois que les vecteurs sont plus affichés, on voit à peine que c'est un ours, hein. Et pour dupliquer l'ours, je le prends. Alors, dupliquer l'ours, en effet, je n'ai pas montré, mais c'est vrai qu'il faut qu'il soit sélectionné en entier. Et avec la flèche noire, vous pouvez le déplacer avec la touche Alt. Et comme ça, vous gardez une version ancienne et vous travaillez sur la nouvelle ici. Si nécessaire, vous passez par l'outil plan de travail pour agrandir, pour que ce soit du blanc derrière. Voilà. Et donc, voilà là, une des premières palettes de forme artistique. Il y en a encore d'autres en bas. Il faut tester. Bien, évidemment, on va pouvoir faire différentes choses. On va pouvoir modifier la largeur, hein. On va pouvoir en superposer plusieurs. Alors, il y a quelque chose qui pourrait vous ennuyer, c'est que pendant que vous êtes en train d'appliquer la forme là, vous avez ces vecteurs qui apparaissent par-dessus. C'est vrai que c'est ennuyeux, ça vous empêche un peu de voir ce que ça donne réellement. Eh bien, il y a une possibilité de faire en sorte que l'ours soit toujours sélectionné, mais les vecteurs n'apparaissent pas. Et ça, c'est dans le menu affichage, vous demandez de masquer le contour de sélection. Alors attention, ce n'est pas masquer le cadre de sélection qui est un peu plus bas en fait, hein. Ici, c'est vraiment masquer le contour de sélection. Et donc à ce moment-là, vous passez d'une forme à l'autre et vous voyez vraiment ce que ça donne sans que les vecteurs vous ennuient. Mais attention, il ne faut pas oublier que vous avez demandé à Illustrator de ne plus voir les vecteurs parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi quand vous essayez de sélectionner un élément, il ne se sélectionne pas, mais en fait il se sélectionne. Simplement, vous ne voyez plus les vecteurs. À ce moment-là, il faudra demander affichage, afficher le contour de sélection. Voilà. Donc je reste en affichage, masquer le contour de sélection. Bien. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir dessiner sur une feuille de papier au bic un dessin, le scanner, le vectoriser et dans Illustrator, tester différents traits artistiques dessus. Bon, alors vous avez plein d'autres palettes et pour y accéder, il faut aller en bas à, je veux dire, des palettes de formes. Il faut aller en bas à gauche sur l'icône de bibliothèque, que je sois dans la palette des formes du document ou dans la palette des formes que j'ai ouverte tout à l'heure, artistique encre. En bas à gauche, voilà, j'ai plein d'autres formes. Mais je peux aussi les passer en revue avec les petites flèches ici. Voilà. Et vous avez remarqué que chaque fois que vous testez une forme, elle s'ajoute à la palette des formes du document. Voilà. Mais alors c'est encore plus génial que ça parce que vous pouvez faire une forme, vous pouvez faire votre propre forme à l'encre de Chine sur une feuille de papier, scanner, numériser et en faire une forme utilisable dans Illustrator. Dans la bibliothèque, l'enregistrer comme une couleur dans le lieu du... Non, comme une forme. On l'enregistre comme une forme. Évidemment. Monsieur Julien, je fais un donc c'est J'imagine le pire. Non, il est magnifique. Il est magnifique. Ouais. Enfin bon, il en existe déjà assez. Des ours? Oui, il y a même des gens qui sont mariés avec. Oh, c'est pas vrai. Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, non, il n'en existe pas assez, on n'en a jamais assez, hein, attention. Alors, justement, à ce propos, il y en a plein qui existent sur le web gratuitement. Je vous montre. Donc, non seulement vous pouvez utiliser celle de Illustrator, vous pouvez aussi aller chercher des choses sur le web, mais vous pouvez en plus les faire vous-même. Donc là, deuxième étape, allez les chercher sur le web. Eh bien, on va tester ça. Il y a plein de ressources disponibles sur le web. Je vais taper ici Adobe Illustrator, Brush, on a dit. Brush, Download. Voilà. Et dans la liste ici, vous avez des résultats. Brush Illustrator gratuite. J'ouvre dans un nouvel onglet, donc CTRL-clic. Voilà, en voilà plein. Et on vous propose de les télécharger. Download. D'autres ici, c'est vraiment à l'infini en fait. Hein. Il y en a énormément, des brushes pour Illustrator.
Et c'est la même chose pour toutes les autres ressources, des dégradés, des symboles. Il y a plein de choses à aller chercher. Et ça peut mal au niveau des virus comme ça? Non, il n'y a pas de virus. Enfin bon, si, il pourrait y en avoir dans le fichier téléchargé, mais ça ne va pas contaminer Illustrator, ça va contaminer tout, en fait, l'ordinateur. Non, mais bon, voilà, il faut pas aller chercher ça n'importe où. Mais normalement, si c'est sur le web, là, des choses comme ça devrait aller. C'est infini, parce Oui. Alors, ça se présente sous différentes formes. Vous avez parfois donc des brushes, mais celles-là ne sont pas gratuites, apparemment elles sont protégées. Vous avez des images de brush et il faudra les convertir vous-même en brush Illustrator. ah oui, ça se peut. Donc ça on va voir, on va tester ça. Vous avez parfois des fichiers Illustrator à ouvrir et les brushes sont disponibles directement dedans. Bon, ben... essayons un peu celui-ci par exemple. Écoutez, vous allez faire ça. Vous allez taper Adobe Illustrator Brushes Download et vous allez sur un ou plusieurs des résultats. Ici, il y en a quand même eu vraiment beaucoup. Et vous allez en télécharger un. Alors attention, il y a souvent des publicités où il est indiqué download, mais c'est une publicité. Le vrai lien pour télécharger, il est plus bas en fait. Hein. Voilà. Donc c'est des pièges en fait. Hein. Parce que chaque fois que vous cliquez sur une publicité, évidemment, ça rapporte de l'argent à la personne qui possède le site. Dans mon dossier de téléchargement, est-ce que la brush a été... Oui, elle la voilà. Sous forme d'un fichier zip, j'ai téléchargé cette chose-là. Donc, hein. Et je vais les glisser dans le dossier d'aujourd'hui, tiens, le zip en question. Et je vais double-cliquer sur lui pour le dézipper. Et ça m'a fait un dossier dans lequel j'ai un fichier Illustrator et un README. Lisez-moi. Bon. Alors, le fichier Illustrator, je vais l'ouvrir. Alors, où est-il ? Il est là. Il contient rien. En fait, ça se présente vraiment différemment d'un endroit à l'autre, les choses que vous téléchargez. Celui-ci ne montre rien du tout. Par contre, dans la palette des formes, de ce document, que je viens d'aller télécharger sur le web, et dézipper évidemment, eh bien, il y a toutes les formes en question que je vais pouvoir tester. Je vais faire une ellipse ou un rectangle et je vais tester. Voilà. D'accord ? Bon, j'attends un peu que vous arriviez à télécharger des formes. Attends, quand ils sont en téléchargement, si je dois aller, Bien. Alors, si je veux transférer vers mon document de l'ours, je veux transférer cette forme-là pour la tester. J'ai deux solutions. Soit je peux simplement copier-coller cette forme de ce document-ci vers le document de l'ours et ça va transférer également la forme qui... Je veux dire, si je transfère le cercle, l'ellipse, le trait qui est dessus, cette forme artistique va être transférée aussi. Donc, par exemple, édition copier et je vais sur l'image de l'ours. Vous voyez que la forme en question n'est pas dans la palette des formes. Je fais édition coller. Juste après, je peux supprimer ce que je viens de coller. La forme artistique a été transférée. Donc ça, c'est le transfert d'une forme artistique rapidement d'un document à l'autre. Maintenant, j'ai une autre solution. Une autre solution, si je veux transférer la totalité de la palette des formes qui est là dans le document, toutes ces formes artistiques, eh bien, je vais mémoriser cette palette. Alors, menu de la palette des formes du document que j'ai été chercher sur le web. Je vais dans le bas du menu enregistrer la bibliothèque de formes.
Et là, je vais l'appeler, il va garder le nom du document, pourquoi pas, oui, restons cohérents. Et je l'enregistre où? Eh bien, en fait, ça s'enregistre à un endroit dans Illustrator. C'est pas vraiment dans Illustrator, c'est plutôt dans le dossier d'utilisateur, dans le support aux applications. Et vous ne changez pas ça, vous le laissez à cet endroit-là, c'est bien. C'est le dossier forme qui est utilisé par Illustrator dans le dossier de l'utilisateur de l'ordinateur. J'enregistre. À partir de là, cette palette va pouvoir être accessible au départ de n'importe quel document Illustrator. Et pour ça, je retourne par exemple dans mon document de l'ours, où je pourrais faire un nouveau document pour vous montrer, peu importe, et je vais aller chercher dans le bas de la palette des formes du document de l'ours, ici, la palette utilisateur, et je retrouve ma palette, voilà. Donc en plus de toutes les palettes que Illustrator vous propose, en bas vous avez utilisateur et vous avez la palette en question avec toutes les formes dedans. Donc ça, ce sont les palettes utilisateurs qui ne sont pas faites donc par Illustrator, c'est pas celles qui sont livrées d'origine avec Illustrator, mais donc elles sont là. Je vais dupliquer ici rapidement l'ours, tester d'autres formes dessus, voilà. Et vous voyez que ça fait des choses tout à fait bizarres, bien entendu, c'est parce qu'en fait la forme est trop épaisse. Et donc ça va nous amener à la modification de l'épaisseur des formes artistiques. Bon, alors, par exemple, imaginons que cette forme-là, les couleurs me plaisent, mais franchement, on ne voit pas que c'est un ours une fois que la forme est mise dessus. Eh bien, dans la palette des formes, souvenez-vous que les palettes qu'on va chercher par la bibliothèque, notamment celle que j'avais enregistrée précédemment, la Retroline, elle n'est pas modifiable. Donc, si je veux modifier la forme, je dois y aller par la palette des formes du document. Pourquoi est-ce que je dis toujours du document? C'est parce que si je crée un autre document, cette palette des formes ici, elle ne sera pas comme ça, ce sera la palette de base. On est d'accord? Il y a des possibilités de faire en sorte qu'on personnalise nos palettes de base pour qu'elles contiennent les formes qu'on veut. Mais c'est un peu plus compliqué, c'est une autre histoire. Et donc voilà, j'ai ici mon ours qui est sélectionné, qui reçoit la forme. Eh bien, je vais double-cliquer sur la forme dans la palette des outils. Alors, il faut que je vous dise que c'est vrai. C'est vrai que si j'allais dans la palette contour et que je diminuais le contour, par exemple, je passe ici à 0,5 au lieu de 1, ou 0,25, ben oui, ça diminue. Mais il ne faut pas faire ça. Vous laissez à 1. Parce que c'est une forme artistique. Oui, les formes artistiques, on les met sur des contours qui ont une épaisseur de 1. Et l'épaisseur de la forme, on va le faire comme je vous ai dit. On double-clique sur la forme dans la palette des formes. Et ici, vous allez faire varier la largeur avec la case aperçue, puisque vous avez un objet qui est coché, qui est sélectionné derrière. Voilà. C'est comme ça qu'il faut procéder. Donc j'ai double-cliqué, en ayant l'objet sélectionné ici, j'ai double-cliqué sur la forme qui est utilisée par cet objet. Dans la boîte qui s'ouvre, je fais varier ici la largeur. Voilà. Bon, je trouve que, dans mon cas, à 17% pour mon ours, ici, ça donne pas mal. Alors je vais renommer, je vais indiquer que c'est 17%, par exemple 17 PC. Je vais simplement rajouter -17 PC. Ok, et à ce moment-là, Illustrator me pose une question. Cette forme est utilisée dans le document. Voulez-vous appliquer les modifications que vous venez de faire au contour qui utilise déjà cette forme? Je vais dire oui, appliquer au contour. Ça paraît logique que je veux que l'ours subisse les modifications que je viens de faire sur la forme. Alors, allons plus loin, puisque ça a l'air d'aller pour vous.
Vous allez dire, mais à quoi ça sert d'avoir renommé la forme? Parce qu'on ne voit pas le nom. Ben, si je survole, je vois le nom. Il y a l'infobule qui est là. Vous avez les infobules aussi quand vous survolez les formes. Vous avez le nom de la forme qui apparaît? Ok, vous avez aussi la possibilité d'afficher la palette des formes sous forme de liste, affichage par liste. Et là, vous voyez les noms des choses. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez gérer votre palette des formes en visualisant les formes ou en lisant les noms. Bien. Je clique à côté de l'ours. Il est désélectionné. Rien n'est sélectionné. Et je vais dupliquer la forme ici en l'amenant sur le bloc de feuilles. Voilà. On est d'accord? Alors, je voudrais en fait que certaines parties de mon ours utilisent cette forme, mais qu'elles soient plus petites. Eh bien, je vais aller les sélectionner. Bon, peut-être que j'ai intérêt à passer en affichage tracé le temps de faire ça. Alors, quelles sont les parties que je vais sélectionner? D'abord, je vais les sélectionner avec la flèche blanche plus, puisque j'ai affaire à un groupe. Clic, majuscule clic. Voilà. Donc, il y a certaines choses qui vont devoir être plus fines que les autres. On va dire que c'est ces choses-là. Le contour de l'ours va rester assez épais, mais ces choses-là vont devenir plus fines en fait. Il y a ça aussi peut-être. Ok. Bon, si j'avais été intelligent, j'aurais tout sélectionné et j'aurais exclu le contour par majuscule clic. Mais on y est? Ça va? Vous voyez ce qu'il faut faire? Il faut le dire hein, si ça ne va pas. On a le temps. Hein. Affichage aperçu. Voilà. Et alors, j'applique à ces contours que j'ai sélectionnés, j'applique la forme ici, la copie. Et je vais double-cliquer sur elle et la modifier. Et je vais la faire plus petite. Voilà. Donc, je vous montre une logique de travail avec les formes artistiques. Voilà. Je vais la faire plus petite comme ça. Ok, je vais l'appeler... attendez, parce qu'on a juste un petit problème ici. Il faudrait que je vois si je supprime... Ah, j'ai peut-être deux ours qui sont superposés là en fait. Oui, en fait, suite à la décomposition, il y a juste un petit problème, c'est qu'il m'a fait deux fois les choses. La décomposition de l'aspect, vous vous souvenez tout à l'heure, la symétrie, il m'a fait deux fois les choses. Ici, oui, ça c'est habituel, c'est un bug. Ben, c'est un bug, il y a deux fois les formes sélectionnées qui sont superposées. Donc voilà ce que je vais faire en fait. Hein. Je vais désélectionner ça. Je vais jeter les groupes ici, celui-là et celui-là. Vous voyez, vous avez peut-être ça aussi. Quand vous ouvrez le groupe de l'ours, est-ce que vous voyez qu'il y a deux fois la même chose en fait? Donc ça, je jette. Donc ça, c'est une erreur habituelle quand on décompose la symétrie, ça fait ce genre de choses. Il ne faut pas vous étonner. Voilà, là, ça va aller beaucoup mieux. J'ai vraiment une moitié d'ours là, l'autre moitié d'ours là. Voilà, donc problème habituel avec la décomposition de la symétrie, il fait deux fois des choses inutilement. J'ai supprimé les groupes. Donc je recommence ça, affichage par tracé. Je vais aller sélectionner les choses que je veux modifier. Et donc voilà, là je redémarre. Tiens, où est mon duplicata? C'est parce que je suis allé en arrière peut-être? Bon, alors je vais recommencer ça. Je vais dupliquer cette forme qui est actuellement utilisée par le... Ah non, c'est pas parce que je suis allé en arrière, c'est parce que j'étais pas dans la bonne palette. Donc palette des formes ici, oui celle-là. Donc, ceci, 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 ceci. Vous voyez comment je sélectionne? Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur les tracés quand vous êtes en affichage par tracé. Avec la flèche blanche plus, je peux englober les choses. Avec la touche majuscule, englober ça, ça, ça. Ah ben oui, il faut penser qu'on peut faire comme ça aussi. Des rectangles de sélection. Quand on est en affichage par tracé, ça marche à tous les coups.
Bien. Donc, affichage aperçu. C'est cette forme-là que j'applique. Je double-clique sur elle. Et je vais diminuer son épaisseur. Et voilà, là ça fonctionne. J'arrive à avoir la même forme appliquée sur l'ours, mais à différentes épaisseurs. Alors c'est pas extraordinaire comme résultat ici. Déjà, ok, il faudrait que je fasse passer ces traits derrière les autres en fait. Hein. Vous voyez ici? Ce serait peut-être pas mal ça. Et là, objet disposition arrière-plan, ce vieux système peut me servir. Voilà, donc c'est passé en arrière-plan. Bon, mais voilà, donc c'est un test, c'est pas génial comme résultat, mais pourquoi pas. Vous avez compris le principe? Oui. Ok. Bon. Ben oui, vous avez trouvé le mot. Bon, vous avez trouvé le mot, c'est infini, c'est-à-dire que vous pouvez faire différents tests. C'est ce qu'on va faire après, on va mettre différentes brushes sur les mêmes traits. Ah oui. Ah oui, ça c'est la suite. Bon, ok. Alors, je vais rapidement tester une autre brush. Bon, alors je vais tester avec une brush de Illustrator. Donc, dans le bas de la palette des formes, pas ça, dans le bas de la palette des formes, je vais aller chercher des formes artistiques, je vais tester artistique aquarelle éventuellement ici. Voilà la palette des formes aquarelles, je sélectionne tout mon ours et je lui applique une forme aquarelle. Bien, la couleur c'est celle du contour, je peux changer la couleur si je veux, évidemment. Voilà. Ok, on va faire une couleur un peu verdâtre comme ça, c'est sympa. Ça, jusque-là, ça va, pas de problème. Donc ça, c'est la palette non modifiable de Illustrator. Vu que je viens d'utiliser cette forme-là, dans la palette des formes du document, je la retrouve. Cette forme. Et je vais pouvoir double-cliquer sur elle et aller modifier son épaisseur. Voilà. Bon, ben, par exemple, je vais l'utiliser ici à 64%. Donc je vais indiquer, c'est la version 64%. OK. Et je coche appliquer au contour. Eh bien, je vais refaire la même chose que ce que j'ai fait pour l'ours d'à côté, sauf que ça va être un peu mieux sans doute, hein, parce que, bon, quoique, on ne sait pas l'utilisation que vous pourriez avoir des choses, on ne sait pas. Donc, je clique à côté de tout, je duplique, dans la palette des formes du document, je duplique cette forme en l'amenant sur le bloc de feuilles. Et je vais sélectionner à la flèche blanche plus différentes parties sur lesquelles je veux que ça s'applique spécifiquement. En plus petit, à la flèche blanche plus, en enfonçant la touche majuscule pour ajouter les formes à la sélection déjà existante. Voilà, les oreilles, elles sont sympas comme ça, je les laisse comme ça, tout compte fait. Ok, et donc j'applique cette forme copie, et rien ne change. Ben, c'est normal, c'est la copie de l'autre parfaite pour l'instant. Mais je double-clique sur elle, et je vais pouvoir aller, pour celle-là, diminuer, avec la case aperçu cochée, aller diminuer l'épaisseur. Donc la même brush, mais en deux épaisseurs différentes. Voilà. Et je vais indiquer que c'est l'épaisseur 22 ici. 22 PC, 22%. OK. Appliquer au contour. Voilà. Donc amusant ça. Hein. J'ai une version, la même brush, en version 64% par rapport à la taille qu'elle avait à l'origine, et 22% à d'autres endroits. Bonne remarque, la couleur pour ces éléments-là pourrait être également changée. Donc il suffit de sélectionner et il est possible de changer la couleur. Bon, je ne vais peut-être pas changer la couleur de tout, je vais peut-être changer seulement la couleur du museau ici et le mettre en brun éventuellement, voilà, ou en bleu. Okay.
le nœud papillon en rouge. Enfin, donc ça ne dépend pas de la forme en fait, hein. Ça dépend juste du tracé, quelle est la couleur que j'applique au tracé. Et les yeux, je pourrais les sélectionner et dire que, ils n'ont pas de forme artistique, eux. Dans la palette des formes, je vais leur mettre une forme tout à fait normale, même pas de contour en fait, je vais leur mettre un fond noir. Voilà. D'accord? Donc là, pour les deux yeux, j'ai dit non, pas de contour. Donc pas de contour veut dire pas de forme artistique, puisque les formes artistiques se mettent sur le contour. Donc s'il n'y a pas de contour, ça veut dire qu'il n'y a pas de forme artistique possible. Et j'ai mis du noir. J'aurais pu mettre du gris foncé, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Ben oui, on n'est pas obligé de tout faire à la forme artistique. C'est comme la truffe. La truffe, je pourrais la faire différemment aussi, voilà. Et là, il faudra réunir, parce que ça se voit vraiment qu'il y a un problème, il faudra faire un rectangle. Voilà, sélectionner le tout et le Pathfinder, non le tout, pas le tout, hein, avec la flèche blanche plus, et avec le Pathfinder réunir. Bon, mais ça, après c'est du boulot, un peu d'illustration après. Un peu de retouche. Voilà. Alors, je vais à nouveau dupliquer cet ours et continuer le boulot. Donc, avec la touche Alt, je le déplace. J'augmente la taille du plan de travail. Voilà. Donc finalement, quand on regarde la totalité, on a une progression quelque part dans la recherche. On démarre de là, puis on a fait un truc complètement délirant qui finalement on abandonne, et puis on redépart sur autre chose. Et je continue donc ici à droite. Alors ici, il faut s'accrocher parce que je vais vous montrer quelque chose d'assez particulier. Je vais vous montrer qu'on peut mettre deux formes sur le même tracé. Deux formes artistiques sur le même tracé. Ok. Avec la flèche blanche plus, je vais aller sélectionner par exemple le contour de cet ours. L'autre aussi avec la touche majuscule. Ça va, jusque-là, pas de problème. Je vais voir dans la palette la palette aspect. Menu fenêtre aspect. Dans la palette aspect, je vois que j'ai un contour. Un contour. Si je clique sur le mot contour, j'ai le détail de 1 point. Couleur verte. Et qui utilise la forme artistique qui était laquelle, quand on survole, il va nous le dire, ou il nous le disait. Ok, on a la palette des formes ici. C'est donc contour à l'aquarelle 4 à 64%.